Bonjour mes amis. Voilà, je reviens pour commenter les news de la semaine. Alors en général, c'est juste un prétexte pour aller au-delà des news. Hein. C'est pas juste une revue de presse, c'est un peu au-delà. Donc la première chose sur laquelle j'aimerais réagir, c'est Macron en Afrique. C'est presque le titre d'un Tintin, hein, qui n'a pas été écrit. Alors Macron va en Afrique, il va en Tunisie par exemple, et puis il distribue de l'argent. Il veut lutter contre le chômage local, il veut aider les jeunes et tout ça. Et vous savez, moi je ne peux que saluer la noblesse des sentiments qui semblent l'animer. C'est clair. Le gars, il agit en chef d'État, il a une vision à long terme, il se dit que la Tunisie, par exemple, est un pays qui va très mal. Hein. Il n'y a qu'à voir un peu les problèmes sociaux, le terrorisme, l'immigration, tout ça. Et donc, il veut les aider. Il veut les aider. À savoir que la Tunisie a perdu la quasi-intégralité de son tourisme suite à des attentats islamistes. Le but des islamistes, c'était quoi? C'était de chasser les touristes et en même temps de créer un substrat qui permet à leurs idées d'avancer. Parce que il faut savoir qu'il y a des millions de jeunes qui arrivaient à vivre dignement grâce aux emplois directs et indirects créés par le tourisme. Sans tourisme, c'est la misère. La misère veut dire une prolifération des idées islamistes. C'est le retour du charlatanisme, c'est le barbu qui est à l'avant de la scène, c'est les gens qui s'accrochent un peu aux anciennes idées. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que l'occidental ne le voit pas, mais euh, dans nos sociétés, malheureusement, on a beaucoup de, on a beaucoup de gens, enfin la population dans son ensemble, qui est attachée au passé, qui cherche les solutions pour des problèmes d'aujourd'hui, qui ne les cherche pas dans le futur, mais qui les cherche dans le passé. Par exemple, vous n'allez jamais trouver un journaliste français qui va publier un article en disant il faut revenir à l'époque des tsars en Russie, ou il faut revenir à l'époque de l'Autriche-Hongrie en fusionnant un certain nombre de pays, en changeant les frontières de l'Europe. Il n'y a personne qui vous dit recréer la Yougoslavie ou des trucs comme ça. Ça n'existe pas. Ça fait partie du passé. D'accord? C'est du passé. Et le passé, parfois, même s'il est glorieux, il porte en lui-même quand même les raisons de sa non-existence aujourd'hui. Hein. L'Empire romain, c'est un empire extraordinaire, mais il est où maintenant? Il n'existe plus. Il y a une raison pour laquelle il n'existe pas. Dans, le psyché, si vous voulez, des sociétés du Maghreb aujourd'hui, euh, dès l'enfance, quand on a un problème, quand on a une question de tous les jours, on va chercher dans d'anciens grimoires écrits, des fois il y a 7 siècles, 8 siècles, on va essayer de chercher dedans les solutions à nos problèmes d'aujourd'hui. On va voir si quelqu'un, il y a 1000 ans, n'a pas répondu aux questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc, à cause de cela, nous avons l'esprit, hein, dès le jeune âge, qui est en fait vers l'arrière, qui est tourné vers l'arrière. Et alors, on va très rapidement, dès qu'on a la moindre problématique, quand par exemple une crise économique comme il y a en Tunisie, il y a cette tendance à revenir vers le passé. Le passé, c'est les islamistes qui l'apportent. Et donc, effectivement, c'est comme ça que ça marche. Alors, M. Macron fait le plan Marshall du pauvre, hein, donc en allant distribuer de l'argent en Tunisie. Mais je vais vous dire un truc. Euh, il y a des bons sentiments derrière. Il y a une vision à long terme derrière. Ok, je veux bien croire. Mais ça ne résoudra rien en fait. Parce que le problème, et beaucoup d'Occidentaux ne veulent pas le voir, de l'Afrique ou des pays arabes ou autres, ce n'est pas qu'il manque de l'argent. C'est pas cela. C'est le système de prédation qui existe dans ces pays. Il y a une corruption et un système de prédation. Ça signifie qu'on va avoir maintenant une manne française qui arrive, l'argent Macron, les fonds Macron, ils vont arriver. Ils vont être donnés en gestion probablement à des gens qui vont être triés sur le volet, donc le fils d'un tel, le fils d'un tel, le fils d'un tel. Et puis, ils vont commencer à imaginer des projets, hein. Une école là, un hôpital là, une route ici. Ils vont commencer à faire des appels d'offres qui sont truqués, qui sont vendus dès le départ. Et puis, bien sûr, quelqu'un qui vend un appel d'offres, hein, ne va pas choisir une société capable de réaliser l'appel d'offres, hein, genre un hôpital. Le gars, il ne va pas choisir une compagnie capable de construire l'hôpital. Au contraire, il va choisir la compagnie qui est capable de lui donner de l'argent. C'est tout. Et bon an, mal an, cet argent Macron finira en jet privé, voiture de luxe,
sur Twitter, j'étais plus cabreux que cela. J'ai dit finira même chez des prostituées. C'est très possible. Montres en or, des trucs comme ça. Les classiques, vous savez. Les classiques, c'est ça. C'est que les pays, les pays bon, d'Afrique sont pillés aujourd'hui par leurs élites. Vous comprenez? Et tu peux aller en hélicoptère, verser des cartons d'argent là-dessus. Tu ne régleras pas du tout le problème. Il y a un système de pillage qui est mis en place dès le lendemain dès l'indépendance ou dès la décolonisation, si vous voulez. Se sont installées des oligarchies qui pillent les pays depuis des décennies. Et ça ne va pas changer. Et l'argent des aides qui viennent de l'étranger ira là où a été l'argent des matières premières, là où était l'argent des différents revenus étatiques. Ça signifie dans un certain nombre de poches, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça que je ne crois pas que l'argent de Macron va changer grand-chose pour les pays qui en ont été les destinataires. Enfin, mais cela dit, comme l'oligarchie en question a des goûts de luxe, il est très probable que cet argent-là reviendra en bonne partie en France vers des produits de luxe comme seule la France sait en faire. Hein. Donc, quelque part, il n'est pas perdu pour tout le monde. Alors, je vous rappelle juste un petit détail. Il n'a pas été là. Récemment, il y avait un scandale. C'est la première dame de je ne sais plus quel pays africain. Zimbabwe, je demande pardon au Zimbabwe si je me trompe. C'est la première dame, la femme du président. Et elle faisait jusqu'à 100 000 euros de shopping par jour. Il y avait une photo où on la voyait à Paris avec 3 ou 4 grosses Mercedes garées en double fil et avec des chauffeurs et des gardes du corps plein de sacs. Ils portaient des sacs pour la première dame, d'accord, pendant que le peuple crève la dalle. Et ça c'est très typique en Afrique, ok. Par contre, bien sûr, il est de bon ton toujours d'accuser l'homme occidental. Hein. C'est de sa faute. Hein. Même quand ils viennent dans 400 millions, c'est de sa faute. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Je voulais parler de ce scandale qui a été au sujet de cette Manal Ebtissam de The Voice. Alors, moi, je n'ai pas la télé. La dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était quand Jennifer remportait la Starac. Hein. C'est à partir de là que j'ai arrêté de regarder la télé. Il n'y a pas de télé à la maison. De voix, je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu une fois une image ou deux. Il y a des gens qui chantent et d'autres qui, bizarrement, les regardaient. Ils ont le dos tourné. Je crois que c'est juste pour mieux capter la voix. Puis après, ils appuient sur des boutons. Ils font tourner les sièges. Un truc genre sci-fi, quoi. Enfin, à peu près ça. Donc, je pense personnellement que ce genre d'émissions sont en train de détruire et vont détruire durablement, peut-être même de manière définitive et permanente, l'art de la chanson en Occident. Parce que ce n'est pas comme ça que les précédents grands chanteurs sont arrivés vers nous, vers le public. Et là, on a des usines à produire des chanteurs qui sont relativement jetables. Jennifer, que j'ai évoqué, je crois qu'elle chante toujours, mais il y en a plein qui ont disparu. Et ils font de la concurrence peut-être à des gens qui n'ont pas la même exposition, qui ont peut-être plus de talent, mais qui n'auront pas la même exposition parce que la télé concentre son temps sur cette production-là. Toujours est-il que Manal, elle a dit 2-3 trucs. Bon, elle a dit quoi? Elle a dit que l'État français est un État terroriste. Bon, je tiens à vous dire que... Et elle a dit autre chose encore. Elle a je crois... Elle a regretté sur Facebook la fermeture d'une association qui était en train de financer Al-Nusra en Syrie. Nusra qui, comme vous le savez, massacrait le peuple syrien et ils étaient tellement fiers qu'ils produisaient des vidéos qu'ils mettaient en ligne. Hein. Donc c'est pas de la conspiration ce que je suis en train de vous raconter. Alors, 2 trucs. Je pense que c'est une tempête un peu dans un verre d'eau. Moi, je n'approuve pas cette nana, bien sûr. Je n'approuve pas cet accoutrement. Et si je regarde la télévision avec des enfants et qu'on voit une personne pareille, je serais quand même amené, j'aurais le devoir d'expliquer aux enfants qu'une femme qui se balade en accoutrement de bédouin, qui doit se cacher parce qu'elle est un être inférieur, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc, pour des raisons pédagogiques, chaque fois que la télévision cherche à banaliser ce genre d'image, moi je suis obligé quand même de faire de la pédagogie derrière. Hein. Mais bon, la télévision, comme je vous ai dit, c'est une saloperie et il faut vraiment la sortir de chez vous. Si vous pouvez, sortez-la de chez vous. Prenez un marteau, cassez-la et envoyez-moi les photos que je partage. Alors, elle a dit
Bon, par rapport à Al-Nusra, elle a soutenu Al-Nusra, probablement dans la suite de, par exemple, le ministre de la République française qui disait Al-Nusra fait du bon boulot. La France a toujours été du côté d'Al-Nusra. Donc, ça serait quand même étonnant aujourd'hui que parce que la nana est musulmane, on lui fait un procès. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dire, elle l'a soutenu Al-Nusra. Ok, il a peut-être soutenu l'association qui s'appelait Baraka City, elle a peut-être soutenu par inadvertance, elle ne savait même pas que c'était pro Al-Nusra. Mais quand même, eût-elle su que c'était Al-Nusra, à l'époque, je vous le dis encore une fois, des ministres de la République française disaient qu'Al-Nusra, c'est des gars qui font du bon boulot. Okay, la presse française, je vous rappelle que la presse française, lorsqu'Al-Nusra et Al-Qaïda et autres ont été chassés d'Alep, ils ont éteint la tour Eiffel. Ils ont pleurniché. Il y avait de la pleurniche dans tous les journaux français. Aujourd'hui, les habitants à Alep, après avoir passé des années sous le joug des terroristes, aujourd'hui sont en train de revivre. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école. Aujourd'hui, les fillettes sortent et vont à l'école. Aujourd'hui, les messes se tiennent. Aujourd'hui, les gens fêtent Noël à Alep. Ils ont des arbres au milieu de la rue à Noël. D'accord? Alors que pendant des années, il n'y avait que des vidéos d'égorgement qui venaient de là. Et quand ces crapules ont été chassés par les Russes et par le pouvoir légitime de Damas, la presse française, les autorités françaises ont chié une pendule. Donc, elle a dit l'État français est terroriste. Mais il faut classer cela dans la même catégorie. Allez demander aux chrétiens d'Orient si l'État français n'est pas terroriste. D'accord? L'État français, je vous dis, il a même défendu, d'accord? Il a même dit que si nos terroristes qui massacraient les Kurdes étaient condamnés à mort au Kurdistan, nous serions obligés d'intervenir en leur faveur. Alors voilà, pardon, mais il est très facile à la France d'être dans cette attitude qu'a le blanc en particulier. Pardon d'être raciste aujourd'hui, mais c'est une attitude extrêmement hautaine, extrêmement paternaliste que le blanc a. Le blanc se regarde dans le miroir et il a l'impression que par le fait qu'il est blanc dehors, il est blanc à l'intérieur. Il n'arrive pas à imaginer que lui peut être une crapule pro-terroriste. Il n'arrive pas à le voir. Alors qu'il peut voir juste un gars, un basané dans une photo, dans une vidéo de loin, il dit ben lui il a l'air d'un terroriste. Oui, il a l'air d'un terroriste, mais toi le problème c'est le problème du... Tu me calmes un peu, pardon. Je vais utiliser une image un peu forte, mais je la retire. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que oui, l'État français est un État terroriste. Allez demander aux chrétiens d'Orient ce qu'ils pensent. Ce qu'ils pensent de l'État qui a armé ce qu'ils appelaient les rebelles. D'accord? Ok, passons. Allons sur un autre sujet. Euh, les femmes, par rapport aux femmes. Je vais vous dire un truc. Vous savez, j'ai vu hier que la Formule 1 a décidé d'écarter ces femmes qui agitaient les drapeaux et qui participaient aux festivités après la course ou des fois avant la course et tout ça. Parce que les féministes sont contre. Alors, je peux vous dire un truc, il y a un parallèle absolument saisissant entre le plan de société tel que le proposent les féministes et tel que le proposent les islamistes. C'est-à-dire, vous remarquez que les féministes ne tapent jamais sur les islamistes, parce que les deux ont la même finalité. Et je vais vous dire un truc. Les femmes, une nation se casse la gueule par ses femmes et elle réussit par ses femmes. D'accord? C'est super. C'est pour ça qu'il y a cette relation très particulière à la femme hein, dans les pays arabo-musulmans. Parce que autant il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, autant il y a cette relation qui a été découverte, il y a une prise de conscience très forte que c'est par la femme que les bonnes choses viennent, c'est par la femme que les mauvaises choses viennent. Et dans votre cas, ce féminisme complètement débridé est en train de vous amener, est en train de vous mettre à genoux. Parce que la femme occidentale est en train de détruire l'homme occidental. Elle ne touche pas à l'homme non occidental, parce qu'elle a peur de passer pour une raciste, ou elle trouve un peu trop viril, ou tout ça, elle n'ose pas s'en approcher. Par contre, l'homme occidental est en train de le mettre à genoux. Et au fur et à mesure qu'elle le mettra à genoux, au fur et à mesure qu'elle glissera vers la maison, qu'elle glissera vers le fourneau, qu'elle glissera vers la burqa, qu'elle glissera vers l'enfermement. Et ça, ne le réalise pas, hein, parce qu'elle n'est pas très fut-fut. Hein. Pardon, je viens du Sud. Hein. J'ai un petit côté arabe comme ça, vous voyez. C'est pas par hasard. Hein. On se refait pas, vous comprenez. On peut pas rejeter tout son héritage. On a beau vouloir s'intégrer, changer, tout ça. On garde quand même un fond. Hein. On garde, voilà, vous êtes en train de le voir, c'est mon fond. J'ai un petit fond comme ça. J'ai un petit fond misogyne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ce fond-là n'est pas en train de s'améliorer. Je crois qu'il était complètement parti une époque. Je croyais qu'il était complètement parti.
Et je suis en train de replonger, je suis doucement en train de replonger en voyant le comportement de la femme occidentale. D'accord, je commence à comprendre pourquoi dans ma société, il y a certaines choses, je comprenais le pourquoi. C'est comme pour la religion, par exemple. Par exemple, c'est très simple. Elle part en couille, cette revue de presse, vous l'avez remarqué, elle part vraiment en couille. La religion. Dans les pays musulmans, il est par exemple interdit de faire du prosélytisme. On t'attrape avec 3 Bibles, tu vas en prison. D'accord ? Il est interdit d'ouvrir des églises, il est interdit d'ouvrir des temples à d'autres religions autres que la religion locale, qui est l'islam. Pourquoi ? Alors moi au départ, je crois que c'est des salauds, je crois qu'ils manquaient d'ouverture, je parlais comme un gauchiste. Mais en fait, j'ai compris un truc. Aujourd'hui, j'ai compris que, par exemple, un pays comme la France, prenons un pays comme la France, décrète que la religion, que l'État ne reconnaît aucune religion, que l'État n'existe pas, la loi sur la laïcité. Et en fait, imaginez durant la guerre froide, par exemple, que les Américains avaient déclaré que le communisme n'existait pas. Ou que, durant la Deuxième Guerre mondiale, on considère que le nazisme n'existe pas. Vous comprenez ? La religion, pardon du peu, mais ça fait quand même des milliers d'années que les gens s'entretuent au nom de la religion, que la religion est un des moteurs idéologiques les plus puissants du reformatage du monde. Il y a des frontières qui ont bougé, il y a des peuples qui ont été décimés, d'autres qui ont été déplacés, des guerres qui ont ravagé des régions entières pendant des générations, liées, pardon du peu, à la religion. Que l'État français, ça n'existe pas, je ne sais pas. Alors, je vous explique. Les pays dits arabo-musulmans ont compris depuis toujours la force de la religion. La religion peut être le moteur d'un envahissement, par exemple. Et c'est pour ça qu'ils ne permettent pas. Parce que si vous regardez anciennement comment ça marchait comment anciennement ? Tu avais une terre, un souverain, une religion officielle. Une époque, il n'était pas question d'aller être missionnaire dans la terre de quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas moyen de se convertir de religion, à moins de changer de terre et aller habiter à l'ombre d'un autre souverain. Et à ce moment-là, on se convertit à sa religion, à lui. D'accord ? Mais ça n'avait aucun sens de séparer la terre, le souverain et la religion. C'était un trio, une trinité qui marchait toujours ensemble. Après, il y a une déconnexion de cela. Entre autres, en France, il y a une déconnexion violente avec la loi sur la laïcité. Mais n'empêche que la République française s'est mis la tête dans le sable en disant que la religion n'existe pas. Donc à ce moment-là, d'accord, n'importe qui peut venir ouvrir n'importe quel temple ou édifice religieux et puis on le laissera faire. Ce n'est pas possible dans les pays arabes. Ce n'est pas possible. Parce que les pays arabes, ils savent que s'ils permettent une autre religion de s'établir, viendra avec un autre plan politique, viendra avec une sécession, viendra avec une autre population, viendra avec une autre culture. Et à un moment donné, ça ira vers la France, ça ira vers la sécession. C'est évident cela. D'accord ? C'est évident. Mais bon, prenez un pays comme l'Algérie par exemple, ou le Maroc, ou des pays complètement... c'est pas des théocraties. L'Algérie n'est pas une théocratie. Mais bon, par exemple, ils interdisent à une Algérienne de se marier avec un gars qui vient de l'étranger s'il ne se convertit pas à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas permettre que par leurs femmes, c'est ce qu'on a en Algérie, on ne veut pas permettre que par nos femmes, d'autres religions viennent nous envahir. D'accord ? Sachant que la femme est souvent le point faible d'une société, ou d'une nation, ou d'une civilisation. D'accord ? Donc on ne veut pas déplacer la frontière civilisationnelle au niveau des ventres des femmes. C'est ça le truc. Parce que la frontière, elle existe toujours. Soit tu la mets quelque part, tu la vois pas, ou quelque part où tu la vois. C'est comme en France, par exemple. Vous abaissez les frontières extérieures, mais vous êtes obligé de faire des frontières intérieures. Vous êtes obligé de mettre des barreaux au mur. D'accord ? Des barreaux aux fenêtres. Okay ? De plus en plus épaisses. Alors que si il y avait des frontières dehors qui étaient bien solides, vous auriez peut-être pu sortir en laissant la porte de votre maison ouverte. Vous comprenez ? C'est ça. La frontière existe toujours. Elle existera toujours à un endroit. Il n'y a pas moyen. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de frontière, ils mentent. D'accord ? On n'a pas, depuis des décennies, on abat des frontières, mais on n'a jamais construit autant de murs. D'accord ? Regarde sur une carte le nombre de vrais murs, qui sont en train de se construire à travers le monde. D'accord ? Tu vois le truc. Donc, la frontière existe toujours quelque part. Et les pays musulmans ont considéré que placer la frontière au niveau du ventre de la femme était un endroit où la frontière serait un peu vulnérable. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont poussé cette frontière à un autre endroit et ils ont dit il faut que la personne se convertisse à l'islam. Alors
ils savent bien que beaucoup font des conversions de convenance et tout ça, mais l'avantage c'est qu'il s'est converti, il a signé. Donc il peut pas ramener sa gueule après avec des exigences communautaires ou des trucs comme ça. Hein, c'est tout. Hein. C'est pas... Personne n'est dupe, vous comprenez. Mais au moins sur le papier c'est carré et puis il y a quelque chose. C'est un peu comme lorsque tu vas voyager quelque part dans certains pays et puis ils te posent des questions stupides du genre est-ce que tu as déjà commis un génocide? Est-ce que tu as déjà trafiqué des armes? Est-ce que tu as déjà... Mais en fait, tu réponds non, 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 bien sûr, mais c'est juste qu'ils garderaient ça contre toi si un jour il y a quelque chose qui est découverte. Quand même légalement, tu as signé quelque chose, tu t'es parjuré, tu as menti, tu as déjà menti dès le départ, donc tu avais une mauvaise intention. C'est tout, c'est juste pour avoir un truc contre toi un jour. Voilà. Enfin, c'était censé être une revue de presse. Hein. C'était censé être une revue de presse. Pardon pour les femmes qui se sentiraient offensées de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous savez, les féministes, voyons les féministes agir. Au départ, moi, j'ai toujours trouvé naturel, j'ai toujours trouvé normal. Bien sûr, la femme qui travaille, la femme qui dispose de son corps, la femme qui a sa dignité, qui doit être respectée, qui a le droit de sortir, le droit de rentrer, le droit de voyager. Bien sûr, je ne suis pas pour un régime à la saoudienne ou à l'iranienne. Bien sûr que non. Par contre, voyons ce que les femmes dites féministes sont en train de faire aujourd'hui, j'ai des raisons quand même d'en vouloir aux femmes, hein, parce que elles s'en foutent de la mutilation génitale, elles s'en foutent de véritables saloperies, de fillettes qu'on enferme dans des sacs, de régions entières où il y a une ségrégation, où les femmes n'ont même pas le droit de prendre le trottoir, de femmes qu'on oblige à se voiler, et tout ça, bien qui se voilent pour avoir la paix, hein, entre guillemets, pour ne pas se faire traiter de pute ou autre, et les voir partir sur des projets qui ne font en réalité que de faire reculer les droits, non seulement de la femme, mais les droits aussi des hommes, et faire reculer la société en général, c'est vrai que je me dis, si c'est ça le féminisme, je préfère l'équivalent arabe des féminismes. C'est vrai que des fois je me dis, dans ma société d'origine, je comprends un certain nombre de choses. Hein. C'est vrai que nous péchons par excès, vous péchez par excès aussi. Nous péchons par excès dans l'autre sens, dans un sens. Vous péchez par excès dans l'autre sens. Donc finalement, vous et nous ne sommes pas... Il n'y a personne meilleur que d'autres. Il faut trouver un équilibre. Et je ne sais pas quel peuple a l'équilibre. Parce que vous êtes des détraqués dans un sens et nous sommes des détraqués dans l'autre. Vous comprenez? Nous sommes pourris. Vous êtes pourris. Vous êtes pourris, complètement pourris, jusqu'au trognon, pardonnez-moi de vous le dire. Hollywood, par exemple, des décennies qui nous vendent de la merde, qui nous vendent le rêve, la tolérance, le machin, le socialisme, la pleurniche, tout ça. Il n'y en a pas un qui n'a pas baisé un autre. Tous, soit des violeurs, soit des violés, et des fois les deux en même temps. Hein. Des véritables porcs. Je suis content de ne pas avoir de télé, je suis content de ne pas aller au cinéma, je suis content que mon argent n'aille pas soutenir ces crapules, qui nous enseignent le bien et le mal. Vous voyez ? Est-ce que ces gens, vos papes qu'on appelle Hollywood, vos papes qui arrivent, qui vous dictent le bien et le mal, sont-ils meilleurs que nos barbus, d'accord, qui pissent sur des femmes dans des baignoires tout en venant nous enseigner le bien et le mal? Y a-t-il une différence profonde, mes amis? Je vous le demande. D'accord? Sauf que vous, voilà, regardez dans le miroir, vous avez l'impression que vous êtes beau. C'est tout. Mais à l'intérieur, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence entre beaucoup de blancs qui sont très beaux et beaucoup de salafistes qui sont très moches. Franchement, il n'y a pas de différence dans le fond. Et des fois, je me demande qui est le plus récupérable que l'autre. Voilà, c'est tout. Ok, pardon pour la prise de tête. Pardon pour la prise de tête. Je vais me calmer un peu. Il y a des jours où je prends les choses à cœur, comme ce que vous voulez. Il y a des jours où je prends les choses à cœur. Enfin, j'ai toujours pris les choses à cœur, moi. C'est mon problème, en fait. C'est mon problème, c'est prendre les choses à cœur. Je vous laisse, mes amis, et je reviens une autre fois, vous savez. Un blogueur ne devrait pas dire ça, vous savez. Je ne devrais pas publier des vidéos comme ça. Je devrais l'effacer, vous savez. Si j'avais voulu être plus, comment dirais-je, plus blanc que cela, j'aurais effacé cette vidéo, hein, j'aurais arrêté, j'aurais calmé le jeu, je serais revenu dans quelques heures, dans de meilleures dispositions. J'aurais fait une vidéo très stérile, très bien, comme ça, tu regardes, voilà, je te parle de Bitcoin et tout. Bitcoin est en train de se casser la gueule grave. Mais bon, j'aurais pu, mais voilà, l'important de ce que je fais, c'est pas que des gens me trouvent bien, ou me trouvent pas bien, ou me trouvent sympa ou pas sympa. L'important, c'est que je partage avec vous. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos, et franchement, c'est pas pour gagner de l'argent, ou gagner des amis, ou gagner des trucs, il faut que je partage ce que je pense vraiment. Et si c'est pour être quelqu'un de différent, ça n'aura plus aucun sens. Ça n'aura plus aucun sens de me casser la tête
Alors, c'est vrai, j'aurais fait pour le fric, par exemple. J'aurais gagné des clics, des trucs comme ça. J'aurais vendu des t-shirts. Je vous le vends celui-là, tenez. J'aurais fait des trucs comme ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pu avoir la tentation de me vendre, de devenir quelqu'un d'autre, de devenir un commercial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo, il y a pas de vidéo dans mes vidéos, il n'y a pas de pub dans mes vidéos. C'est parce que j'ai envie de rester moi-même, je n'ai pas envie de faire du commercial. Parce que le commercial, il te tue. Je respecte ceux qui ont des pubs, je ne dis pas qu'ils sont hypocrites ou qu'ils sont faux, je les respecte. Mais je ne veux pas aller là-dedans parce que je sais comment la chair est faible, comme on dit. Je sais comment l'homme est. Je sais que si je commence à gagner de l'argent avec YouTube, fatalement, même si je m'en défendrais, je risque de devenir quelqu'un de différent. C'est tout. Et donc, moi, voilà, je fais des vidéos, je dis ce que je pense, tel que je le pense. Et puis voilà, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont dire « Oh, c'est pas possible que tu sortes un truc pareil. » Voilà, c'est la vie. C'est la vie. C'est tout. Je dis pas que j'ai raison, je dis c'est ce que je pense. Voilà, la différence est énorme. Mes amis, je vous laisse. À bientôt.